Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, plutôt une vidéo, euh, suite à l'attentat qu'il y a eu à Paris au siège de Charlie Hebdo. Alors un attentat horrible qui a fait 12 morts alors, à Paris, dans ma ville, 12 morts, dont essentiellement des dessinateurs du journal satirique Charlie Hebdo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un journal d'expression, tout le monde peut s'exprimer normalement en France. Ben, vous avez fait les djihadistes ont fait un attentat, bon, les terroristes, ce qu'on va appeler des terroristes, des jeunes cons, des criminels, maintenant des jeunes criminels, des jeunes assassins, hein, ont fait un attentat à la Kalachnikov. Alors ils ont tué des dessinateurs, Cabu, Volinsky, alors Cabu qui travaillait au Club Dorothée, ça c'était ma jeunesse, Volinsky, d'autres je ne les connais pas, je ne suis pas trop les journaux. Euh, ils ont tué des policiers aussi qui faisaient leur travail, honnêtement. Donc vous avez tué 12 personnes, tous les djihadistes. Donc, je vais m'adresser un peu aux djihadistes. Euh, avant, je vais avoir une petite pensée quand même pour les gens qui sont morts, bien que maintenant ils sont morts, mais surtout pour leurs familles qui, qui restent dans le deuil et dans la souffrance ce soir, et puis leurs amis, tout ça. Donc c'est affreux, c'est d'autant plus affreux que ça me touche de près vu que c'est mon pays et c'est ma ville, et c'est des quartiers que je connaissais, donc ça me fait de la peine. Donc je vois que la crise mondiale euh, est en train de toucher la France, elle la touchait déjà, mais elle la touche de plus en plus, et que, comme je l'avais dit, il va y avoir de plus en plus d'actions terroristes, à tout niveau, des abrutis qui vont faire des actions terroristes croyant faire le bien et ne faisant que le mal. Donc, si je peux avoir une petite action positive, moi, je voulais m'adresser aux djihadistes. Peu de gens vont le faire, à mon avis. On va dire que c'est des tueurs, tout ce que vous voulez. Alors, je m'adresse à vous, aux djihadistes. Alors, tout d'abord, vous êtes effectivement, je pense que vous êtes des croyants. Euh, je pense que vous pensiez faire le bien et défendre l'islam, défendre le prophète Mahomet, comme vous l'avez dit en regagnant votre voiture sur les quelques vidéos que j'ai vues ça juste ce soir en rentrant, parce que moi là je suis à l'étranger. Vous disiez que vous aviez vengé Mahomet. Mahomet en a sûrement rien à foutre de ce que vous avez fait là ce soir. Vous avez fait des conneries. Alors, vous pensiez faire le bien, donc si vous êtes des croyants, vous n'irez pas en enfer parce que vous pensiez faire le bien. Va en enfer celui qui fait le mal consciemment. Je fais un peu de théologie là-dedans parce que tout est lié sur terre. Ceci dit, vous n'avez pas fait le bien et vous avez fait le mal. Vous avez tué des pauvres types, hein, des pauvres gars. Alors, et surtout, vous faites le jeu de ceux que vous condamnez, que vous combattez. Donc, vous êtes les instruments, vous êtes en fin de compte les instruments de certaines superpuissances qui utilisent le terrorisme pour justifier des invasions, et d'ailleurs qui vont justifier l'invasion prochaine de l'État islamique qui est en train de se faire. Cet État islamique qui à la base a été généré par ces mêmes personnes qui vont maintenant envahir ce territoire sur lequel il y a des pipelines, il y a du pétrole, il y a du gaz, mais plus que ça, ce sont des combats de superpuissance pour le coût du gaz et du pétrole, parce que les gens qui se battent, qui vont descendre dans cet état, en justifiant la lutte contre le terrorisme, un terroriste qui maintenant arrive en France, c'est toujours comme ça, mais en fin de compte, vont descendre, faire une petite descente dans cet état, en fin de compte, pour réajuster et rééquilibrer, euh, pour essayer de faire des rééquilibrages dans ce grand jeu de combat pour la calorie entre les superpuissances. Donc je vais reparler un peu de ce qui se passe pour ouvrir un peu la cervelle à ces jeunes djihadistes abrutis, parce que, excusez-moi de vous dire ça, vous êtes souvent abrutis, vous avez un cœur pur, je ne le mets pas en doute, vous êtes cruel et sanguinaire, cruel, sanguinaire, con, mais avec un cœur pur, c'est ce qu'il y a de pire. Donc essayez de garder votre cœur pur et essayez de voir qui vous instrumentalise. Je dis ça en tant que croyant, je parle à des croyants. Donc, tout d'abord, je vais essayer justement, je fais cette vidéo pour les djihadistes, pour ces abrutis de djihadistes sanguinaires et criminels,
hein. Sachez tout de même que nos services secrets vous connaissent, hein, parce que la France est un très très bon service secret, et que que notre police va vous tomber dessus bientôt et que vous serez pris, hein. Ça, vous pouvez en être sûr, hein. Ils ne savent pas quand vous frappez, mais ils vous connaissent déjà, ils se connaissent toutes vos caches et ils interviendront à ce moment-là. Des fois, ils interviennent même avant, personne n'en entend parler. La France a de très très bons services secrets, il faut que vous le sachiez. Donc, là, ce n'est pas le problème. Le problème surtout, c'est que je vais vous expliquer que vous êtes des abrutis, malheureusement, au cœur pur, criminels et sanguinaires qui avaient tué des innocents. Maintenant, le mal est fait, mais on va quand même expliquer pour les autres qui seraient tentés de faire des attentats, hein. Parce que je parle pas, je parle aussi aux Français, aux Français, aux non-djihadistes, aux gens aux patriotes français qui sont avec moi, aux gens, euh, tous les Français, toutes les personnes, mais je parle aussi aux ennemis de mon pays qui pensent justement combattre le mal et qui en fin de compte participent justement à ce qu'ils ne voudraient pas faire. Donc, il y a un grand jeu de rééquilibrage actuellement des superpuissances et tout est en train de se nouer actuellement, si vous voyez, au niveau de Daesh, de l'État islamique. Alors, pour quelle raison cet État a été généré, hein, cet État islamique a été généré pour, pour foutre la merde dans cette région et pour maintenir un cours du gaz et du pétrole assez bas, hein. Vous voyez, ou pour faire à la base, c'était pour faire baisser le cours du gaz et du pétrole, pour pouvoir bloquer la Russie, hein, la Russie dans son développement et surtout ce grand bloc eurasiatique qui est actuellement en train de se former, hein. Alors il y a des intérêts complètement différents. Il faut savoir, je parle pour tout le monde, même pour les djihadistes, hein. J'en profite pour que vous soyez moins cons, hein. Il faut savoir qu'il y a des blocs qui sont en train de se former actuellement, hein, une restructuration mondiale au niveau des blocs, des alliances, des groupes, des États, hein, donc des coalitions, ce qu'on appelle comment dire, euh, confédérations d'États, hein, une confédération de chaque, si vous voulez, un État, on va revenir à des notions basiques pour que vous compreniez tout. Chaque organisme, que ça soit une cellule, que ça soit un homme, que ça soit une communauté humaine, que ça soit un État, que ça soit une confédération, a pour fonction de prendre la calorie et la conserver. Donc il y a une grande guerre actuellement pour cette calorie, pour prendre et conserver cette calorie pour rester à un niveau, si vous voulez, pour que les grands blocs, les grandes superpuissances restent à un niveau économique haut et que certaines ne s'effondrent pas. Alors, nous avons deux blocs qui sont en train de s'affronter actuellement et qui sont en train de se former, hein. C'est ce qu'on appelle le bloc eurasiatique, hein, dont les trois principaux agents vont être l'Allemagne, hein, la Russie et la Chine. Alors on peut associer à la Russie l'Iran, hein, parce qu'ils font le cours du pétrole autour de la Caspienne, hein, c'est grâce au blocage autour de la Caspienne, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir évacuer certains... à l'époque où, comme le Turkménistan était tombé dans le giron américain, hein, c'est-à-dire que toute cette zone est bloquée par l'Iran, par le verrou irano-russe, hein, donc ça permet à l'Iran et à la Russie, hein, de conserver, surtout la Russie, parce que l'Iran vend via la Russie, hein, de conserver un cours du pétrole et un cours du gaz assez élevé pour que la Russie puisse financer toute sa modernisation, hein, toute sa modernisation de son État modernisé par l'Allemagne en partie, hein. L'Allemagne est un des principaux partenaires de la Russie, si personne ne le sait, hein, si les gens ne le savent pas, hein, mais l'Allemagne joue avec la Russie et modernise tout le secteur privé de la Russie, hein, pas tout ce qui est État. L'État, la Russie sait très bien faire fonctionner ces gros groupes à la façon communiste, à la façon soviétique, on va dire, hein, qui sont l'armée, qui sont l'éducation, qui sont les voies de chemin de fer,
les autoroutes, tout ça, même si elles paraissent moches parce qu'il y a un climat pourri, la Russie est toujours très, très bien organisée pour ça. Pour les grandes structures d'État, elle est très forte. Par contre, c'est l'économie de marché qu'elle n'est pas capable de gérer, ça va venir. Et ça, bah, elle fait moderniser toute sa... Moderniser au niveau des lois aussi. Hein. Elle se met à la législation, il n'y avait pas beaucoup de législation comme en Europe, bah, elle le fait avec l'Allemagne qui est en train de moderniser hein, toute la Russie, d'où la crise en Ukraine aussi, et cette modernisation est payée hein, par le gaz et le pétrole qu'elle vend, qu'elle vend à un coût relativement élevé parce qu'elle bloque justement la Caspienne et elle empêche, c'est-à-dire qu'elle bloque, c'est-à-dire que des pays comme l'Amérique, des pays comme la France qui est un peu sous domination américaine, hein, ne peuvent pas faire sortir de certaines républiques. Maintenant, il n'y en a plus qui sont tombés, mais à l'époque, il y en avait comme Turkménistan à faire sortir, mais c'est instable la région, hein, il ne suffit pas grand-chose pour les faire sortir du gaz et du pétrole qui ferait tomber les cours du gaz et du pétrole et qui ralentirait justement cette modernisation de la Russie. Alors cette modernisation de la Russie se fait avec en même temps le développement de l'Allemagne qui produit et qui construit hein, toutes les usines, toute la modernisation du secteur privé russe. Hein. La Russie est très mauvaise en économie marché, hein, en concurrence, en capitaliste, c'est pas son truc. Elle commence à aller, mais elle est trop sauvage. Il n'y a pas cette mentalité, les mecs se tuent, tout ça. J'explique à tout le monde ce qui se passe. C'est un peu long, mais on va expliquer un peu ce qui se passe. D'un autre côté, la Russie est en train de traiter avec la Chine. Hein, L'Allemagne, en général, fournit aussi à la Chine l'intelligence pour faire ses usines, hein, pour la conception, la réalisation. Et la Chine produit. Alors la Chine achète à coup de brevets parce que la Chine n'invente pas souvent. Hein. Je l'ai expliqué au niveau de l'écriture, la Chine, c'est les petites mains du monde, et ces petites mains sont en train de produire pour faire les plastiques, pour faire les trucs basse qualité, toute la production pas chère pour le monde entier, avec souvent de l'ingénierie allemande, des fois de l'ingénierie américaine aussi. Et là, la Chine est en train de produire hein, pour la Russie aussi. Elle échange énergie que la Russie va lui fournir, l'énergie qui est souvent russe, hein, qui est du gaz russe, du pétrole russe, et aussi du pétrole iranien qui est revendu par la Russie hein, à la Chine. Des fois, ça passe en direct. Donc, vous voyez ce grand bloc, ces petites mains, ce grand bloc eurasiatique qui est production à bas coût en Chine, fourniture d'énergie par la Russie et ingénierie européenne en général, principalement allemande, avec des dissensions au niveau de l'Europe avec la France. La France qui fait un peu, qui est dans une lutte un peu avec l'Allemagne actuellement au niveau économique. Je vais voir si je reviens dans la vidéo. Donc vous avez ce grand bloc eurasiatique qui pose un énorme problème aux États-Unis parce que les États-Unis sont en train de se recentrer complètement sur leur grand continent, sur l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Hein. Il faut savoir que les États-Unis actuellement sont quasiment indépendants énergétiquement. Alors, ils ont le gaz de schiste. Alors, effectivement, pour les écologistes, c'est une catastrophe. Il paraît que ça salit les nappes phréatiques, ce qui est sûrement vrai. Mais au niveau énergétique, ils ont toute l'énergie qu'ils veulent maintenant. Et maintenant, les États-Unis sont devenus leur premier producteur, hein, les États-Unis sont redevenus le premier fournisseur de pétrole pour eux-mêmes, alors que ça fait longtemps qu'ils ne l'avaient plus été grâce à ce gaz de schiste, hein, ce qui fait tomber les cours du pétrole mondial. Alors, il faut savoir que les États-Unis ont aussi beaucoup d'intérêt avec le Canada qui est un des plus gros fournisseurs de pétrole, avec les schistes bitumineux, les sables bitumineux comment ça s'appelle, les dinosaures là, les schistes les bitumineux de l'ouest de l'ouest du Canada, hein, de l'Alberta. Ce sont les plus grands travaux humains qu'il y a eu quasiment depuis la création, depuis la naissance des civilisations. Il faut savoir qu'on peut les voir de l'espace. Ces schistes bitumineux sont des espèces de grands... On fait des grands trous, on fait des lacs, et on laisse décanter un pétrole qui coûte assez cher, mais qui produit beaucoup de pétrole parce qu'on a des surfaces énormes. Un pétrole cher à l'extraction, mais qui a le mérite d'être là. Donc l'Amérique est quasiment indépendante au niveau énergétique, hein, parce que déjà, ses voisins sont obligés de fermer leur gueule, parce que l'Amérique a des grands canons. Si elle a beaucoup de canons et elle a beaucoup d'armement, c'est uniquement pour pouvoir
avoir son énergie. On n'a pas des canons, des armements comme ça pour défendre la paix dans le monde. Ça n'a jamais existé. Les armes ne sont pas faites pour la paix, elles sont faites pour protéger son énergie, sa calorie et son territoire. C'est-à-dire l'énergie, son énergie, et prendre l'énergie aux autres. C'est la base hein, sur Terre. Malheureusement, ce n'est pas le partage. Donc, il y a aussi le Mexique qui produit pas mal, le Venezuela qui est un gros producteur et qui est un gros fournisseur de pétrole aux États-Unis, hein, le Venezuela, ainsi que maintenant le Brésil, au large du Brésil, de plus en plus, hein, l'Équateur, l'Argentine. Donc, les États-Unis siphonnent toute leur région et maintenant hein, sont au niveau énergétique quasiment indépendants. Donc, s'ils vont aller à Daesh combattre, ça ne va pas du tout être pour le pétrole, contrairement à ce qu'on pense, même si vous pouvez avoir le pétrole pour assurer le pétrole saoudien ou koweïti ou le gaz koweïti, pas du tout. Ça va être pour foutre la merde dans le coin. Alors, foutre la merde, il y a ni, comme je dis tout le temps, il n'y a ni méchant ni gentil. Hein, j'espère d'expliquer ça aux gens et donc d'expliquer aussi aux djihadistes hein, pour qu'ils arrêtent de faire des attentats dans mon pays. De toute façon, ils vont être sévèrement réprimés hein, parce que connaissant les services secrets, personnellement les services secrets de mon pays et connaissant personnellement la police de mon pays, je peux vous dire qu'elle sait déjà où sont les gens qui ont fait ça, qui vont leur tomber dessus, puis ça se trouve, ils vont les tuer avant qu'ils se rendent. En général, on fait comme ça, après, plus de problème, et ça dissuade les autres. Donc, vous êtes des jeunes garçons courageux et cruels, vous les djihadistes, mais vous allez mourir. Et puis, vous n'irez pas au paradis où vous retrouverez des vierges, hein. Vous n'irez pas en enfer parce que vous pensiez faire le bien, vous allez tout simplement avoir votre énergie qui va restituer dans le monde. Donc voilà. Donc il y a un grand enjeu qui est en train de se faire. Actuellement, on a une grande restructuration et les enjeux, c'est justement la réindustrialisation américaine, hein, réussir la réindustrialisation américaine. Et pour le moment, ce n'est pas encore réussi. Donc l'Amérique a encore besoin, avant de se retrouver dans sa zone américaine, c'est-à-dire Amérique du Sud, Amérique du Nord, donc ça, se retrouver dans les États-Unis, hein, de maîtriser ces gros blocs, parce qu'elle sait qu'à moyen terme, elle va perdre l'Eurasie. Hein. En plus, il y a l'arrivée des Indiens qui sont très puissants, qui sont en train d'arriver aussi, donc il y a toutes ces batailles pour l'énergie. L'Afrique va être un pays de combat encore, hein, l'Afrique en général. Mais pour le moment, la lutte se passe entre le bloc américain, USA, et tout ce qui l'entoure, Canada, Mexique, Colombie, Venezuela, comment ça s'appelle, Brésil. Vous voyez bien que récemment, Cuba est retombé sous le giron américain, entre guillemets. Hein. Pourquoi? Parce que tout se recentre niveau américain autour du continent, et de l'autre côté, tout se recentre niveau Eurasie, avec un grand bloc eurasiatique qui est en train de se former actuellement et qui gêne beaucoup les Américains, hein, d'où ces vagues de terrorisme, hein, qui gênent beaucoup les Américains, parce que il faut qu'ils réindustrialisent, et cette réindustrialisation, c'est ce qui se fait le plus lentement. Ils ont l'énergie, ils ont la nourriture, ils ont de grandes étendues de blé, ils ont un esprit combattant, un esprit de pionnier, ce sont des gens, des guerriers, hein, ce sont des gens courageux, les Américains. Il ne faut pas les prendre pour et cruels et sans pitié. Hein, quand ils vont chercher la calorie à l'extérieur, il ne faut pas les prendre pour des cons. Mais actuellement, ils doivent absolument combattre pour avoir leur réindustrialisation. Et ça, ils doivent la faire progressivement. Et elle n'est pas encore faite. Ils ont encore besoin de la Chine. Hein, de la Chine pour toutes les petites productions qui sont encore faites en Chine actuellement. Beaucoup de productions de papier, de nounours, de produits, de jouets, de trucs, de machins, beaucoup de choses inutiles encore, mais souvent de la production de qualité moyenne, ou pas forcément utile, mais toutes ces productions font marcher des usines et font fonctionner le commerce, si vous voulez. Hein. Et parce que les États-Unis étaient basés sur une économie, beaucoup d'importation, il n'y avait plus de production, c'était beaucoup moins de production, on avait délocalisé en Chine, on était partenaire avec la Chine, on avait délocalisé dans pas mal d'endroits du monde, et maintenant il faut réutiliser les Américains et pour éviter les troubles sociaux, les remettre dans du travail non tertiaire, donc pas d'employés de bureau, et plutôt les mettre dans la production. Alors la production des fois de choses inutiles, donc on va rapatrier progressivement toutes les usines de Chine, hein, toutes les productions de Chine d'ailleurs, hein, mais on a encore besoin des petites mains chinoises
pour financer cette réindustrialisation et pour pas que justement les usines se pètent la gueule. Donc, quand, je sais pas moi, quand Mac, quand Mac fait ses ordinateurs en Chine, ben Mac plus tard fera ses ordinateurs en Amérique, hein, pour des raisons sociales, pour pouvoir utiliser des Américains et ne pas laisser les gens dans la rue, pas avoir de troubles sociaux. C'est ça vraiment le vrai problème. Mais pour le moment, on ne peut pas laisser la Chine, il faut la laisser doucement. Il ne faut pas que la Chine parte avant que la réindustrialisation américaine ait réussi, parte avant, se mettre directement avec les Russes ou avec les Européens et former ce grand bloc eurasiatique qui formerait un grand bloc de commerce et d'échange et qui laisserait l'Amérique se débrouiller toute seule à faire sa réindustrialisation, donc sa réutilisation des petites mains américaines dans le chaos. Parce que quand les gens ne sont pas occupés par des boulots, par du travail, en général, il y a des troubles sociaux, des guerres civiles, et c'est ce que les Américains veulent éviter. Hein. Alors tous les mecs me parlent du dollar, me parlent de l'effondrement du dollar, les Américains en ont rien à foutre, ils battent la monnaie comme ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir réindustrialiser tranquille. Hein. Et pour ça, il faut que la Chine continue à leur fournir les produits. Hein. Progressivement, ils vont baisser, mais tous ces produits qui sont fabriqués pour emmener en Amérique avant de progressivement réinstaller et changer un peu l'économie américaine est passée du tertiaire à la production, hein, tout simplement de l'emploi de services et de bureaux à la production aux États-Unis, parce que les États-Unis ont fini d'importer, ils exportent plus plutôt, et ils vont tout faire maintenant chez eux, parce qu'avant ils faisaient à l'étranger, hein, et puis ils ramenaient un peu chez eux, mais à l'extérieur, ce qui permettait de fonctionner. Maintenant, tout va être centré aux États-Unis, et il va y avoir tout ce bloc eurasiatique, et là c'est le grand combat pour les petites mains chinoises, comme je dis tout le temps, hein, avant la réindustrialisation américaine. Alors, les Américains ont tout intérêt à foutre la merde au niveau au niveau de Syrie, toute cette partie de Daesh, hein, toute cette partie de la Syrie, de l'Irak, de Bagdad, pas pour aller siphonner le pétrole, mais pour tenir la région et maintenir des prix du gaz et du pétrole bas. Hein. Vous voyez, vous comprenez, pour pouvoir continuer à extruder du gaz, le ramener et essayer progressivement de casser le verrou, les verrous caspiens, le verrou irano-russe, hein, pour encore plus leur faire baisser le coût de leur gaz et de leur pétrole, le gaz et le pétrole russe, c'est uniquement ça qui fait vivre la Russie. Hein. C'est pas sa production, c'est pas ses cerveaux, c'est pas son économie de marché, c'est pas son économie privée, c'est son gaz et son pétrole. Hein. Alors que l'Allemagne, c'est ses cerveaux qui la font vivre, il faut savoir ça. Donc, déjà que la Russie a pris un coup dans la gueule avec le gaz de schiste, hein, et le rééquilibrage du prix du pétrole, je crois, du Moyen-Orient, et l'OPEP, tous les producteurs de pétrole du coin ont baissé les coûts du pétrole, vous l'avez vu à la pompe, hein. Donc ça a été baissé dans cette grande guerre des États pour essayer de ralentir justement la formation de ce grand bloc eurasiatique. Hein. Justement, comme la Russie vit grâce à un cours du pétrole qu'elle maintient grâce au blocage de la Caspienne et à son cours du pétrole et du gaz qu'elle maintient élevé, qui lui permet toute la restructuration de son pays, hein, et de construire ce grand bloc eurasiatique en finançant les travaux que l'Allemagne lui fait, donc en faisant vivre en même temps l'Allemagne à haut niveau et en finançant aussi les productions chinoises, parce qu'elle est en train d'échanger par exemple des terres à l'Est, elle donne des terres en gestion à la Chine pour produire de l'agriculture pour elle, hein, elle échange contre du gaz, enfin, en fin de compte c'est du gaz, et la Russie redonne beaucoup de gaz à la Chine et de pétrole à la Chine. Donc voilà, et la Chine se met à utiliser aussi les terres russes pour les viabiliser, puis faire un échange, faire de la production, de la gestion de terres, agriculture, alors à la communiste, hein, comme les Chinois, mais elle redonnera un peu à la Russie, et la Russie lui permet d'utiliser ces terres. Donc vous voyez, il se forme un grand bloc eurasiatique, je le redis encore une fois, et ce gros bloc eurasiatique est en train de se construire grâce au coût élevé du pétrole russe entre guillemets, et iranien et turkmène. Vous voyez actuellement les équipes de foot avec Turkménistan partout, Turkménistan ici. Alors vous avez les équipes de foot avec Qatari et vous avez l'équipe de foot avec Turkménistan. Sachez bien que le Turkménistan est dans le giron russe,
hein, et c'est pour ça que le Turkménistan se développe énormément, parce qu'il produit du gaz et pétrole, hein, qui vend un peu partout, hein. Et c'est ce pétrole et ce gaz, hein, qui permet de générer la modernité et la restructuration de la Russie qui était communiste en une Russie plus capitaliste. Elle a du mal, alors, mais ça vient grâce aux efforts et puis grâce à la collaboration avec l'Europe surtout l'Allemagne, hein, qui est en train qui s'associe avec la Russie. Donc vous voyez, il y a une grande guerre et cette guerre se fait au niveau de ce Moyen-Orient et autour de la Caspienne. Alors, il y a le Proche-Orient, voilà, autour du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Alors c'est là le nœud économique, et c'est là où se passe toute cette guerre économique, parce qu'il y a toutes les réserves, beaucoup de réserves énergétiques dans le coin, et le fait de pouvoir faire sortir, si on est américain ou français, les Français sont d'origine américaine, de l'énergie de là-bas, va faire tomber le coût du pétrole encore plus des Russes, qui risquent de décasser, de ralentir justement ce développement de ce grand bloc eurasiatique, hein, ce grand bloc eurasiatique qui enlève si vous voulez, de l'énergie aux États-Unis, hein. Surtout que ce grand bloc eurasiatique pourra à ce moment-là aller faire des prédations en Afrique, hein, plus puissamment s'il est organisé. Il faut savoir que c'est vraiment assez complexe comme système. Et vous voyez, je respecte vraiment deux blocs sont en train de se former actuellement. Il y a encore... bon, l'Afrique est un terrain qui est en train d'être récupéré, avec tout le pétrole qui est en dessous, parce que le combat est énergétique, mais actuellement, les États-Unis sont là, hein, surtout dans cette zone-là, hein, dans cette zone où il y a l'État islamique, donc Irak, Syrie, Irak, là-bas, pour évidemment déstabiliser la région, pas pour prendre l'énergie. Ils sont. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que cette région a été abandonnée. Au début, à l'époque Bush, l'Irak avait été envahi pour être siphonné, hein. Il n'y avait pas encore les schistes bitumineux par les Américains. Donc on avait trouvé le prétexte des armes, tout ça, des armes de destruction chimique, les armes chimiques, tout ça. Donc c'était un prétexte, hein, tout le temps ils font ça. C'était tout simplement pour siphonner l'Irak et récupérer le pétrole à l'époque de Papa Bush. Ça avait été utilisé pour ça. Maintenant, ce n'est plus du tout l'objectif des Américains de récupérer l'énergie là-bas. L'Amérique est quasiment indépendante. Toute sa zone nord-américaine et un peu sud-américaine regorge d'énergie, hein, donc elle est indépendante. C'est tout simplement un enjeu maintenant, c'est réindustrialiser à temps, éviter les troubles, réindustrialiser l'Amérique et éviter les troubles sociaux en Amérique grâce à la réindustrialisation, donc la mise au travail, à la production de personnes qui étaient dans le tertiaire, dans l'emploi de services et de bureaux, dans la production, dans les petites mains. C'est des gens à vertu sociale du travail. Parce que, autrement, il risque d'y avoir des guerres civiles quand les gens ne font plus rien, les gens ne trouvent pas de travail. Qu'importe l'argent qu'ils gagnent. Donc il y a une grande restructuration et les États-Unis ont absolument encore besoin de la Chine, hein, de cette Chine, parce qu'ils ont encore, les États-Unis ont encore leurs usines là-bas, ont encore leur production, hein, et il faut, avec les bénéfices qu'on fait dans la production qu'on a là-bas ou un peu dans le monde entier, il faut réindustrialiser l'Amérique. Voilà, et ils sont en train de le faire. Donc il faut qu'ils déstabilisent les États-Unis. Les États-Unis ont besoin de déstabiliser cette région pour ralentir la Russie, la formation de ce grand bloc eurasiatique, hein, qui est en train de se faire et qui leur fait perdre de la puissance. Alors comment ils font ça? Ils font ça en finançant des groupes terroristes en général. Alors, les terroristes sont indépendants, ils ne savent pas que les djihadistes ne savent pas forcément qu'ils sont financés, hein. Ils croient vraiment qu'ils font leur combat pour la liberté et pour Dieu, pour l'islam. Ceci dit, ils sont tout simplement financés. On utilise leur guerre tribale, hein, parce qu'il faut savoir que à Daesh, les tribus machin et chrétiennes, l'autre est chiite, l'autre est sunnite, ils ne peuvent pas se sentir. À la base, c'est des guerres tribales pour la calorie. On tient un territoire avec son groupe qui a la même génétique, et puis là-dessus, on a une religion, et puis la religion est un prétexte pour se maintenir, pour s'unifier, et puis en fin de compte, pour s'unifier, combattre le voisin. Alors, c'est pas l'islam comme le rêvait le prophète Mohammed, hein, c'est l'islam pour les cons. Donc voilà, les superpuissances, les Américains jouent là-dessus, hein.
les Russes aussi, hein. Et ils ont tout intérêt, les Russes avaient tout intérêt à garder la Syrie avec eux, vous voyez, pour bloquer, et, et l'Iran avec eux, pour bloquer toute cette région et empêcher, par exemple, l'acheminement de gaz et de pétrole en, en Israël qui est une base américaine, si vous voulez, à la base, une base pour gérer la région à l'époque où il y avait où il y avait beaucoup plus de pétrole et de gaz à utiliser, où l'Amérique n'était pas indépendante dans sa zone américaine, nord et sud-américaine. Donc, utilisait Israël. Donc, la Syrie était, était sous domination russe, on va dire, hein, formée, armée par les Russes. Les Russes ne sont pas plus gentils que les Américains. Hein. Ils défendent leur beefsteak, c'est tout. Hein. Donc, ils défendent cet État. Ce qui bloque un peu Israël aussi, ce qui bloque toute la région, ce qui empêche d'avoir des arrivées de gaz, des fois de pétrole, par exemple. Ça bloque hein, parce qu'il y avait des gazoducs. Il y a le gazoduc Syrie-Irak, Pipeline, alors il est fermé. L'Irak stratégique Pipeline, alors il y a des attentats partout, je regarde un peu les cartes hein, qu'il y a ici. Donc c'est tout le temps des guerres pour l'énergie. Hein. Alors, cette guerre, comme je dis, on est en train de la payer là, parce que justement, les Américains sont en train de déstabiliser toute cette région-là pour empêcher le cours pour faire baisser le cours du pétrole et du gaz et déstabiliser cette région, vous voyez, pour ralentir ce, la formation de ce grand bloc, cette grande coalition eurasiatique. Alors ils financent des terroristes hein, par l'intermédiaire des États du Golfe, hein, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, hein, qui financent des groupes terroristes, des abrutis, hein, souvent des groupes tribales en plus. Alors ils instrumentalisent tout ça, ils leur filent des Toyota Hilux, ils leur filent des armes, ils leur filent des uniformes, ils leur filent plein de trucs. Hein. C'est pas eux qui commanditent les attentats, mais c'est eux qui sont derrière. Le problème, c'est que cet État islamique leur a échappé. Maintenant, ils se trouvent avec un espèce de monstre qui est en train de naître et qui est très grand, hein, qui devient très très grand État. Qui commence à prendre une énorme ampleur sur des zones pétrolifères hein, et que plus personne n'arrive à contrôler. Donc ça a un peu dépassé leur contrôle. Alors ils s'en foutent, hein, ils attendent qu'une seule chose maintenant, ça tombe bien pour eux, ils attendent qu'ils fassent des attentats. Hein, alors ils continuent à les financer. Ce sont des abrutis, des criminels qui se tuent. Alors c'est à celui qui sera le plus cruel. Hein. On voit plein d'horreurs à la télévision. Alors financés par les Saoudiens, financés par les Qataris, financés par tout ça. Je peux me pas tromper sur certains trucs, hein. Mais visiblement c'est ce qui se passe. Mais on finance ces groupes de terroristes. Hein. On appelle au djihad mondial. Alors plein de jeunes vont se déplacer du monde entier pour aller combattre sur ce territoire hein, qui est sur le nord de l'Irak, jusqu'à la frontière turque, en passant par pas loin en passant par la Syrie, hein, toute cette zone. Hein, et on appelle plein de jeunes à venir combattre et faire du djihad là-bas. Hein. Alors ils viennent de toute l'Europe entière. Oui, l'Europe, les mecs, c'est la crise économique actuellement en Europe. Hein. Donc, parce qu'il y a une restructuration mondiale. Donc les mecs, ils vont là-bas. Ils se trouvent d'un seul coup, ils se trouvent un espoir dans une vie meilleure. Au moins même s'ils meurent, ils pensent qu'ils iront au paradis. Donc ils vont combattre là-bas, ils vont faire des atrocités. Alors il y a plein d'atrocités qui se passent là-bas. Nos journalistes en profitent pour passer les films, pour montrer toutes les atrocités qu'il y a. Les groupes terroristes sont financés en douce. Les groupes terroristes croient vraiment, les mecs qui font les attentats sont persuadés qu'ils défendent l'islam. Mais derrière, tu as des mecs qui les financent et ils attendent qu'ils fassent deux, trois actions terroristes terribles pour leur tomber dessus. Puis on voit actuellement qu'il y a une coalition mondiale, européenne, israélienne. Alors il va y avoir les Français, les Américains, je ne sais pas, les Turcs sûrement, qui vont venir, les Anglais au passage, qui vont venir vitrifier toute cette région pour reprendre possession du territoire. Et donc tous ces terroristes qu'ils ont financés, en fin de compte, ne sont financés que pour servir de prétexte à justement une espèce de guerre de conquête pour dominer la région et en fin de compte ralentir
ralentir ce grand bloc, la naissance de ce grand bloc eurasiatique qui est inéluctable, hein, à moyen ou long terme, mais à la ralentir pour justement pouvoir réindustrialiser l'Amérique à temps avant qu'il y ait des troubles aux États-Unis, hein, des troubles qui en général sont dus au chômage ou sont dus des restructurations ratées. Hein. C'est-à-dire, c'est pas l'énergie qui manque, c'est la restructuration qui arrive trop tard, hein, pas assez vite. Alors, les Américains font tout actuellement pour que les troubles soient à l'extérieur de leur pays et pas à l'intérieur de leur pays. Hein, j'espère que vous allez comprendre. Je suis un peu long, je fais des redis. C'est extrêmement dur à expliquer parce que c'est une vision globale. Il faut avoir une vision globale et tout est imbriqué. Hein. Donc voilà. Donc l'attentat que nous avons eu en France aujourd'hui est la résultante de ce grand jeu, mondial, de ces grandes luttes des superpuissances pour rééquilibrer le monde. Hein. Vous voyez. Donc actuellement, nous avons Charlie Hebdo qui a été attaqué par 3 abrutis qui ont tué des innocents, qui ont mis 12 familles pour le moment dans le deuil, sans compter les autres. Hein, il y a des gens gravement blessés, des gens qui vont mourir, des policiers morts. Hein, donc on va vous tomber dessus, sachez-le, et que vous allez le payer très cher. Payez pas votre méchanceté, payez votre bêtise, votre inculture et votre faiblesse d'esprit. Vous avez été manipulé, hein, croyant faire le bien, vous avez fait le mal. Voilà. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc c'est très triste. Et là, on est en train de rentrer dans une période de trouble mondial. Hein. Alors, ça ne va pas être une guerre mondiale, mais ce sont des troubles mondiaux. Il va y avoir encore des attentats, parce que ces restructurations ne sont pas finies. Comme je dis souvent, c'est une guerre pour la calorie, c'est des guerres énormes. S'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu une restructuration de ce type-là, on est quasiment au niveau de guerre mondiale dans la restructuration économique, si vous voulez. Hein, les alliances changent complètement. C'est comme s'il y avait une inversion des pôles. Hein, il n'y aura pas de guerre avec des armées entières qui vont s'affronter. On est dans une autre époque, mais on est dans un changement total. Alors la France, que fait la France dans cette grande tourmente mondiale de restructuration? La France a un peu le cul entre deux chaises. Elle ne sait pas trop où se situer. Elle perd de sa puissance mondiale et européenne particulièrement, alors qu'elle est rentrée dans l'euro. Il y a ça qui rentre en jeu, alors que l'Allemagne est en train de gagner sur l'Europe. C'est elle qui domine l'Europe, pas parce qu'elle est dominatrice et méchante, simplement parce que quand l'Europe s'est ouverte à l'Est, elle avait déjà des contacts pluricentenaires avec tout l'Est. Elle a mis sa production à l'Est, hein, et son ingénierie restait au pays, donc elle est devenue une grande productrice grâce au pays, en produisant en Hongrie, en produisant en Tchéquie, en Slovaquie. Là, elle est en train de prendre l'Ukraine, hein, faut le savoir. C'est pour ça que les Américains ne sont pas contents, parce que c'est en train de ce bloc eurasiatique avec l'Ukraine qui fournira du blé et des usines avec des petits travailleurs à 400 € par mois qui font je sais pas moi, les polos pour la classe moyenne russe émergente, hein. Bien que l'Amérique essaye de ralentir cette modernisation de la Russie qui entraîne une modernisation, qui entraîne la formation de ce grand bloc eurasiatique, qui la pénalise par rapport à la Chine qui est en train de quitter un peu sa collaboration américaine. Hein. L'Amérique a encore besoin de la Chine. Vous voyez les problèmes qu'il y a. Alors la France, elle, est plus du côté américain. Américain pourquoi? Parce qu'elle diffuse du gaz et du pétrole koweïti, qatari, via Total, via gaz de France, surtout GDF, EDF, Gaz de France, libyen. Alors on avait la Libye aussi, on a pris, on a pris ce petit pays de 3 millions d'habitants, comme ça on peut diffuser du gaz libyen, du pétrole libyen plus facilement. Hein. Par contre les Algériens, c'est plus dur de prendre un pays de 30 millions d'habitants. Ils restent relativement indépendants, se vendant au plus offrant, mais nous avons, Français et Italiens, sous patronat américain, nous avons repris la Libye complètement, hein, et au lieu d'avoir des bénéfices qui reviennent à l'État libyen, tous les bénéfices iront pour nous. On s'en fout de moderniser la Libye, ça plus de 3 millions d'habitants, on n'en a rien à foutre. On a récupéré la Libye et on diffuse le pétrole et le gaz libyen
Vous voyez, donc on a des intérêts qui sont différents des intérêts allemands qui, eux, ne sont pas dans ce pétrole et ce gaz, qui sont au Moyen-Orient ou en Libye, hein, ou même dans le Golfe d'Afrique, hein, où il y a le Niger, le Gabon, tout ça. Total est quand même là. Et je crois que c'était Total, hein, c'était le PDG de Total qui voulait se rapprocher de la Russie à un moment, et puis son avion a eu un accident. Il faut savoir, coïncidence ou pas, il faut savoir que c'est le grand jeu pour l'économie, c'est le grand jeu pour la restructuration mondiale, et que la France, certains voudraient se tourner vers ce grand bloc eurasiatique, et d'autres voudraient encore rester dans le giron américain. Alors on dira américain sioniste, pas vraiment, parce que les Juifs ne sont avec les Américains que pour rester en vie et pas pour les intérêts américains. Là-dessus, il faut savoir que la grande puissance, c'est les Américains. Attention, je ne jette la pierre à personne, ce sont des intérêts économiques à chaque fois. Il n'y a pas de gentils et de méchants. Il y a des gens qui bouffent au même râtelier, et quand on bouffe au même râtelier, des fois, on se fait la guerre parce qu'il y en a un qui te prend plus que toi. Donc c'est ça. Donc la France, elle, a des intérêts qui sont différents de l'Allemagne. L'Allemagne qui est entièrement chauffée quasiment, et qui n'a pas de nucléaire, qui est entièrement chauffée par le gaz russe, hein, donc qui est avec la Russie, en échange, elle modernise la Russie. Donc la France, elle, a perdu sa grande puissance économique, sa grande force. Il ne lui reste que ses industries sont mortes. Hein, si vous voulez, il nous reste un savoir-faire, il nous reste des grandes écoles d'ingénieurs, il nous reste des écoles de commerce, mais tous nos mecs partent après gérer des boîtes étrangères, américaines, des fois rachetées par les Américains, hein, ou ailleurs. Donc on peut se vanter dans des grandes écoles, mais nos mecs ils partent. Mais nous, nos élites nous ont vendu aux Américains, et les Américains, en échange, nous laissent diffuser le gaz et le pétrole qu'ils veulent bien qu'on diffuse pour qu'on puisse maintenir la tête hors de l'eau. Donc voilà un peu au niveau économique où on en est. Donc on est en concurrence avec l'Allemagne, l'Allemagne est notre ennemi en Europe, hein, contrairement à ce qu'on pense. On a une grande Europe, mais une grande Europe qui fait la guerre, sauf que la grande Europe, on a le bloc allemand, russe, chinois qui est en train de se former, qui, je le redis encore, qui est une énorme structure qui fait peur à tout le monde. Il y a aussi l'Inde qui va venir, Pakistan, tout ça, attention. Mais pour le moment, la France, elle, joue le jeu des Américains parce qu'on diffuse du gaz et du pétrole grâce à Total, GDF, Gaz de France, tout ça, GDF et Total, nos deux grosses boîtes, hein, diffusent essentiellement du gaz sous autorisation américaine, parce que les Américains ont des canons, ont tout ce que vous voulez, et c'est eux qui font la pluie et le beau temps et qui peuvent nous dégager d'où on veut. C'est un peu plus complexe parce qu'on a quand même les réseaux en Afrique. Donc ils ont encore besoin de nous, mais c'est eux qui nous laissent dégager ce gaz. Donc vous voyez, la France est dans un jeu où elle est avec les États-Unis, bien qu'elle aurait plutôt d'autres intérêts, il aurait peut-être intérêt à se tourner vers la Russie. Alors, on a vu Moustache, le PDG là, de Total, qui a voulu se tourner vers la Russie. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec l'avion, je le répète encore, peut-être est-ce qu'un accident, mais peut-être n'est-ce pas qu'un accident, et dans ce grand jeu des combats pour l'énergie des superpuissances, une vie humaine, c'est pas grand-chose. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, la place d'Israël dans cette histoire, parce que j'essaye d'informer tout le monde. Hein. Le fait d'avoir cet attentat terroriste, c'est justement à cause de cette guerre qu'on a pour l'énergie mondiale. Pour Israël, c'est très très particulier, parce que Israël a été utilisé par les Américains pour gérer toute cette région. Hein. Donc les Américains leur fournissaient des tas de chasseurs. Hein. Il faut savoir que, je sais pas, ils ont 100, 200 F-16, je ne sais plus combien ils ont d'F-16, mais ils ont une quantité, ça dépasse la centaine de chasseurs, alors qu'un pays, ils sont combien? Ils sont 8 millions, 10 millions d'habitants, je ne sais même plus, mais alors qu'un pays comme la Hongrie, qui a 10 millions, a juste 2 chasseurs SAB en leasing. Hein. Donc c'est vous dire qu'un pays de la taille d'Israël ne pourrait pas tenir si elle n'avait pas toutes ces aides internationales. Hein. Alors ces aides internationales, sont données par les Américains, mais les Israéliens font aussi pression sur les aides, sur le monde entier. Alors elle était le gendarme de la région, la base américaine à l'époque pour siphonner l'Irak, pour siphonner plein de régions, et pour sécuriser Qatar, Arabie Saoudite, toutes ces régions-là. Hein. Donc c'était un allié de choix pour les Américains, surtout que la diaspora juive
était en Amérique, donc il y avait des contacts très très particuliers. Ceci dit, les Américains sont sans pitié, comme les Russes d'ailleurs, comme toutes les grandes, ils ne voient que leurs intérêts, et progressivement ils sont en train de lâcher les Israéliens qui flippent, qui ont peur. Alors les Israéliens se rabattent sur justement euh, les pressions que peut faire leur diaspora, hein, leur diaspora qui est instrumentalisée, tous les juifs, c'est pas une question de race, hein, il faut bien mettre ça, ce sont des intérêts économiques, hein, ce petit État qui a une diaspora mondiale, hein, c'est rare d'avoir un État avec un petit État de cette taille-là, avec une diaspora mondiale comme ça. Donc ce petit État fait pression sur sa diaspora pour faire pression sur les États pour continuer à percevoir de l'aide pour le maintenir à un haut niveau économique. Parce qu'on me dit tout le temps, c'est pas avec des oranges et des bouts de la mer morte, voire même des logiciels de haute qualité ou quelques armes high-tech qu'on achète 200 ou qu'on achète 200 je sais pas, 150 F-16 ou qu'on vit à ce niveau économique, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau extrêmement élevé qui ne pourrait pas être maintenu s'il n'y avait pas ces aides, ces dizaines de milliards d'euros qui arrivent tous les ans en Israël euh, via la pression que fait le gouvernement israélien sur sa diaspora en les mettant dans l'angoisse, en mettant dans la peur, ce qui fait que les élites juives du monde entier, qui sont attachées culturellement, hein, qui sont attachées physiquement par la culture, une culture très forte, à leur État d'Israël, hein, tout est centré sur Israël, font pression sur les États pour avoir de l'argent et pour voter des politiques de protection de cet État qui est dans une situation difficile pour eux. Attention, cette situation difficile d'Israël est entretenue par le gouvernement israélien. Je tiens à dire bonjour à mes amis israéliens qui sont terrorisés, qui vivent là-bas, parce qu'il n'y a pas que les Palestiniens, mais qui vivent entièrement, qui vivent sous la menace des quelques roquettes, qui ne font pas tant que ça de morts, mais qui génèrent une angoisse terrible chez les Israéliens locaux qui vivent là-bas. Hein. J'ai des potes là-bas qui sont obligés d'aller aux abris souvent. Il y a peu de morts, il y a des systèmes antimissiles et tout ça, mais c'est quand même une vie qui n'est pas agréable. Donc le peuple israélien est quand même pris en otage par un gouvernement israélien très intelligent qui ne veut pas voir son niveau de vie baisser et se voir disparaître, parce que croit-il, il va disparaître, mais il ne disparaîtra pas. Mais ils sont dans la paranoïa parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert aussi, via sa structure sociale. Hein. Donc il n'y a pas de, comme je dis toujours, il n'y a pas toujours de méchants et de gentils. Il n'y a que des réactions par rapport à la calorie, par rapport à conserver la calorie, la prendre et la conserver. Donc le gouvernement israélien maintient l'angoisse chez son peuple et chez sa diaspora, ce qui permet de faire pression sur les États du monde et de percevoir des millions de dollars. Comment elle maintient cette angoisse? Tout simplement en conservant des territoires occupés, en conservant des territoires palestiniens qui ne reconnaissent pas comme État. Hein. Le but n'est pas du tout de le reconnaître comme État, parce que Israël ne peut vivre à ce niveau économique qu'en opprimant les Palestiniens. C'est affreux, mais c'est ça. Hein. Et donc, les Palestiniens, c'est 1 million de personnes qui vivent dans une ville, la taille de, je sais pas, Paris, je connais pas, c'est un grand territoire. Ils sont là, entassés les uns sur les autres, ils n'ont pas de formation, il n'y a pas d'école, il n'y a que des aides internationales, il n'y a pas grand-chose. Ils ne crèvent pas de faim parce qu'il y a des milliards d'aides internationales qui arrivent, il ne faut pas croire, beaucoup de corruption, une partie de l'aide par les dirigeants est récupérée pour mettre sur des paradis fiscaux, ou en Suisse, ou ailleurs, ou au Luxembourg, je ne sais pas, ou à la Barbade, et les grosses familles qui règnent, même certaines factions, pas toutes, mais certaines factions dirigeantes, parce qu'il y a des luttes entre ces familles, ces groupes ethniques, c'est tous des musulmans, mais ces groupes familiaux, souvent, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement là-bas, mais se battent pour ces aides internationales qui perçoivent et qui permettent de conserver leur famille, qui permettent à leur famille de se maintenir en haut et d'avoir une meilleure vie que s'ils restaient confinés dans ce petit État, c'est pas un État, dans ce petit territoire où vivent des gens entassés. Et ces gens ne meurent pas de faim, ces gens perçoivent des milliards d'aides, beaucoup moins, ça ne joue pas en dizaines de milliards comme Israël, mais beaucoup moins qu'Israël, mais c'est quand même énorme pour la superficie, pour la quantité d'habitants. Donc ces aides sont utilisées par certains dirigeants, une grande partie est prise
pour eux, dans la corruption, et puis le reste est redistribué aux gens. Mais c'est des gens qui n'ont pas d'espoir, si vous voulez. C'est des gens qui vivent dans une grande ville fermée avec des murs et des barbelés. Ils ne peuvent pas en sortir. Personne ne veut les accueillir à l'extérieur. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont rien. Ils sont nourris de kebabs et de semoule, hein, qu'on leur livre comme ça. Donc ils sont nourris, logés, ils n'ont rien d'autre à faire. Mais ce n'est pas ce qu'on peut proposer à une jeunesse, si vous voulez. C'est terrible. Donc ce sont des gens qui sont dans un pays, enfermés dans une ville, hein, les Palestiniens. Donc c'est horrible. Ils mangent, ils sont gras, ils mangent de la semoule, de la calorie vide, hein, de la semoule de mauvaise qualité et du kebab de mauvaise qualité, hein, peut-être du poulet de mauvaise qualité. Le kebab c'est du poulet ou de la dinde, hein. Donc ils ne bouffent pas des pois chiches qu'on leur envoie, donc ils mangent, mais ils n'ont aucun espoir. C'est un pays fermé, c'est un bloc où ils sont sous perfusion, hein, c'est des OAGV. Hein, donc les jeunes n'ont aucun avenir de monter leur boîte, ils n'ont pas l'espoir d'un avenir meilleur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se jettent à corps et âme perdus dans le terrorisme. Hein. Alors on leur fournit en douce des roquettes, hein. Ils trouveront tout le temps des alliés pour faire ça. Ils creusent des tunnels, on leur fournit des roquettes, et puis ces quelques roquettes viendront s'abattre occasionnellement sur Israël, générant la terreur des Israéliens, mais peu de morts. La peur et la terreur de la diaspora, qui cette diaspora fera une pression sur le monde entier pour recevoir des aides et permettre à Israël de vivre avec des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars envoyés justement contre le terrorisme, contre la barbarie, et puis tout ça, ça monte tous les pays arabes de la région, hein, contre Israël, ce qui permet d'accentuer cette haine, cette paranoïa des Israéliens. Ça l'accentue, et les Israéliens, des Juifs du monde entier, de la diaspora, qui viendra faire pression sur les États via leur minorité, leurs intellectuels, leurs journalistes, hein, qui viendront faire pression pour pouvoir aider Israël. Puis d'autre côté, nous avons même des journalistes juifs qui font pression contre Israël pour aider la Palestine, ce qui arrange l'État israélien au passage, puisqu'en stigmatisant Israël comme étant de mauvais garçons, vous générez la haine chez les Arabes. Cette haine étant générée chez les Arabes, les musulmans, on va dire, pas les Arabes, les musulmans de la région, ben, on peut montrer, regardez, ils nous détestent, donc aidez-nous s'il vous plaît. Et puis comme ça, c'est le cercle vicieux, comme ça les minorités, la diaspora juive, voyant cette haine chez les Arabes, fait encore plus pression sur les États du monde, qui vont redonner de l'argent via leurs minorités, font pression sur les États qui eux vont financer Israël à haut niveau. Vous voyez, c'est un cercle vicieux, et ça génère, de la merde dans la région. Alors, comment s'en sortir? Ça va être très dur, parce que accepter de se sortir de cette ornière, de ce cul-de-sac qui génère de la guerre et de la haine en permanence, ça voudrait dire, pour Israël, accepter d'avoir son niveau économique, de voir son niveau économique baisser. Alors il ne baisserait pas vraiment, mais et se voir un moment tout nu, c'est-à-dire sans protection. Alors et pour eux, sont-ils capables de laisser tomber les armes, hein, c'est ce que je dis. Peut-être que le Messia, c'est celui qui viendra et qui dit maintenant on laisse tomber les armes et on accepte de vivre, faites un retour au pays, on accepte de vivre à un niveau inférieur. Mais comme je dis toujours, tout ça est calorique, hein. C'est comment baisser son niveau de vie. Vous voyez qu'aux États-Unis, génère de la guerre, c'est aussi pour ne pas baisser son niveau de vie, hein, actuel, dans sa restructuration. La Russie, c'est un peu la même chose. Elle fait un blocage de toutes ces régions, Tchétchénie, Russie, Azerbaïdjan, la Russie et la Tchétchénie, toutes ces régions-là. Elle tient d'une main de fer ces régions uniquement, et elle tient ces républiques turkmènes, kazakhs, tout ça, d'une main de fer, hein, même s'il y a des accords, elle s'appuie sur une minorité. Elle n'est pas blanche, hein, la Russie, uniquement pour maintenir son cours du pétrole et du gaz. Oh, attention, il n'y a pas de gentils et de méchants dans cette grande lutte des super puissances. Donc voilà, c'était pour dire ça aux djihadistes et aux autres, hein, et pour vous dire que vous êtes actuellement, vous allez faire des attentats en France, hein, vous tuez des innocents, c'est mon pays, je n'apprécie pas du tout.
mais que vous êtes complètement instrumentalisé et que vous êtes en fin de compte fabriqué de toutes pièces pour générer soit une instabilité dans tous ces combats des superpuissances, hein, pour soit générer une instabilité, soit légitimer une future invasion. D'ailleurs, actuellement, vous êtes, vous, djihadistes, hein, vous, les trois abrutis à Kalachnikov qui avaient tué des innocents, plus ou moins, hein, tous les hommes ont leurs défauts, je vais en parler à la fin, hein, ben vous allez en fin de compte être la cause, vous allez pas les responsables, vous allez enclencher une grande opération à Daesh, hein, à l'État islamique, de tout le groupe américain, France, anglais, turc, tout ça, qui vont vous mettre une pâtée à ce que tous ces États, hein, avec nos grosses infrastructures, nos grosses, comment dire, notre technologie high-tech, hein, notre technologie du ciel, avec le Big Brother qui vous regarde d'en haut, qui sait quand vous allez pisser, ils vont vous envoyer des drones, ils vont envoyer tout ce que vous voulez, et ils vont vous vitrifier, ils vont prendre possession du pays. Alors tout ça, hein, vous êtes la cause de, de, de cette guerre de conquête qui va avoir lieu dans la région bientôt, tout ça pour un peu stabiliser Israël, mais surtout empêcher le grand bloc eurasiatique, Allemagne, Russie, Chine, de se former, d'être une concurrence à l'Amérique et surtout de ralentir la réindustrialisation américaine. Donc, sachez que l'attentat que vous venez de faire aujourd'hui, tout simplement, c'est une stupidité, mais c'est indirectement voulu pour pouvoir justifier des invasions, hein, et des mouvements de conquête d'une partie de l'Occident vers cette région du Moyen-Orient. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Alors, encore une pensée pour les victimes, pour les familles, hein, de tous ces gens qui sont morts, qui sont des victimes collatérales, hein, de cette grande guerre des puissances pour la calorie. Hein, je veux dire que, bon, comment ça s'appelle, Charlie Hebdo faisait des dessins de Mahomet, hein, provoquait les musulmans à chaque fois. Alors moi, je suis pour la liberté d'expression, personnellement, j'en ai rien à foutre de faire un dessin de Jésus, de trucs ou de machin. C'est pas grave, tu dessines ce que tu as envie, mon gars. Simplement, il faut s'attendre à avoir des réponses agressives de gens agressifs. Hein. Quand vous provoquez des gens agressifs, ben, vous avez des réponses agressives. Même si l'un dans l'autre, c'est pas bien grave, hein, ces dessins de Mahomet, ces attaques permanentes génèrent justement chez les gens agressifs de l'agressivité. Voilà. Donc, ces dessins de Mahomet n'étaient pas faits, même pas faits à la base, ce qui est terrible pour se moquer des musulmans. Malheureusement, tous ces dessins que l'on voit chez Charlie Hebdo, c'est purement capitaliste, entre guillemets, c'est pour faire du pognon, c'est pour faire de la polémique. Hein. Quand vous faites un dessin qui fait de la polémique, hein, quand vous faites un dessin qui touche, hein, à part certains dessinateurs, hein, je pense qu'Abu est un bon type, hein, mais les directeurs de ces journaux, en général, ont tout intérêt à faire de la polémique, à générer un peu de haine pour faire de l'argent. Et j'en discutais avec mon collègue Gundil, avec qui je fais des bouquins. Il est évident que d'ici quelques temps, on va se retrouver avec un tirage du best-of en hommage de Cabu et Wolinski. Hein. Ça va arriver, et puis le malheur des uns fait le bonheur des autres, et vous allez avoir bientôt un éditeur qui va s'en mettre plein les poches au nom de la liberté. Hein. C'est toujours comme ça. Donc, vous aurez des familles dans le malheur, dans le drame, hein, des familles, des gens morts, des policiers qui sont morts, des dessinateurs qui sont morts, des familles brisées, des parents malheureux, des enfants qui vont être laissés derrière. Hein. Tout ça, c'est grave. Ce soir, il y a des gens qui pleurent, les gens qu'ils aiment et les gens avec qui ils vivaient. D'un autre côté, hein, il y a des gens qui sont prêts à faire des retirages et qui vont commencer à faire des bouquins en hommage à, et là, il va y avoir des grands retirages, il va y avoir patati et patata dans les journaux. Malheureusement, il faudrait que l'homme puisse avoir un peu de sagesse de tous côtés, d'accord, hein.
Alors, djihadistes, vous êtes courageux, mais vous êtes cons. Voilà. Vous avez un cœur pur, mais vous êtes cons et vous êtes un danger pour mon pays et pour vous-même. Voilà. Et essayez de ne pas être instrumentalisé. Et si jamais vous partez en guerre, pesez le pour et le contre et regardez si vous n'êtes pas les marionnettes de, si vous n'êtes pas les marionnettes de ceux que vous combattez. Voilà. Et qu'il y a d'autres moyens que la violence hein, pour que la parole, la bonne parole, passe sur terre. Voilà, c'était Fred Delavier, 1h32. C'est un peu confus, mais le sujet est vaste, ça touche toute la terre. J'ai essayé d'expliquer ce grand problème, j'espère que vous avez compris. Je fais des redites en permanence, mais bon, 1h45, encore mes condoléances à toutes ces familles en deuil. Ça fait de la peine. Et voilà. Donc je ne fais pas, je redis encore, hein, je ne fais pas cette vidéo pour la notoriété, ça me casse les couilles de la faire, je la fais parce qu'on me l'a demandé, comme c'est mon pays, je suis obligé de la faire. Voilà. Et c'est quelque chose qui ne me plaît pas. J'aurais préféré parler du créationnisme ou d'autres choses. Voilà, des sujets plus anodins, mais voilà, c'est d'actualité. Salut à tous, et en espérant que tout s'améliore. Bon, il va y avoir bientôt une coalition armée contre l'État islamique, je n'en doute pas. Et vous, abrutis de djihadistes, ben, vous en êtes la cause indirecte. Voilà, vous êtes des idiots. Salut à tous.